Bon, alors, bienvenue à cette conférence midi qui est la dernière pour cette année, voilà, la moindre évidemment. Aujourd'hui, nous accueillons Céline Le Bourdet. Alors, comme d'habitude, j'aime bien présenter les conférenciers. Et donc, Céline détient une maîtrise en démographie de l'Université de Montréal et un PhD en sociologie de l'Université Brown. Après avoir obtenu son PhD, elle est entrée à l'INRS Urbanisation. Avant même de l'obtenir. Avant même, excuse-moi. Et dont elle a été directrice au tournant des années 90. Et puis, il y a 7-8 ans, elle nous a quittés, malheureusement, pour aller à McGill, où elle détient une chaire en statistiques sociales des changements familiales. C'est une spécialiste des questions de la famille et à ce titre, elle a été élue l'année dernière à la Société royale du Canada. Donc maintenant je lui laisse la place et la parole pour son séminaire. Je ne vais pas prendre la peine de lire le titre puisque vous l'avez en face de vous. Alors Céline, jusqu'à midi 20, pardon. 1h20, 1h25 pour qu'on ait une vingtaine de minutes pour les questions. Okay. Merci bien, ça me fait plaisir d'être ici, surtout de revoir plein de gens que je n'avais pas vus depuis un bout de temps. Je m'excuse, il faut aussi saluer les gens qui sont à Québec aussi. À l'université là-bas. Il y en avait un autre là-bas aussi que je n'avais pas vu depuis longtemps. D'accord. Aujourd'hui, ce que je vais présenter, c'est le résultat d'un travail que j'ai fait avec Evelyne Lapierre-Adamcy, qui malheureusement ne peut pas être ici aujourd'hui, puisqu'elle est à Terre-Neuve avec son mari, qui maintenant est rendu à Terre-Neuve. Il est ingénieur, il travaille là-bas. Et ce que je vais présenter aussi, c'est au fond, ça s'inscrit dans la lignée des travaux qu'on avait fait dans l'histoire de Eric contre Lola. Séparation d'un couple en union libre. On a eu un jugement de la Cour suprême quelque part en janvier. Et donc, on s'est intéressé beaucoup à essayer de voir qu'est-ce qui caractérise, qu'est-ce qui différencie les mariages et les unions libres. Et le travail qu'on va présenter ici, c'est regarder en profondeur la question de l'instabilité des unions libres. Entre autres, on va comparer une comparaison entre Québec et le reste du Canada. On regardera quels sont les facteurs démographiques associés à l'instabilité des unions, puis on essaiera aussi à la fin de regarder l'examen d'une typologie. Et le choix d'un seuil, le seuil, c'est que je parle ici à la durée des unions libres, parce que dans l'affaire, par exemple, Eric contre Lola, on voulait considérer comme mariage des unions libres après une durée de 3 ans. Il y a eu tout récemment le Family Law Act en Colombie-Britannique qui considère maintenant les unions libres comme des mariages après une durée de 2 ans. Et donc, nous, on s'est intéressé à ce que ça vient d'où ces durées-là, d'1 an, 2 ans, 3 ans, ça s'appuie sur quoi? Et donc, on a essayé de regarder est-ce que ça fait une grosse différence. Nous, ici, on a obtenu un seuil, une durée de 3 ans et de 5 ans. Alors, juste vous dire, par contre, si vous pouvez me poser des questions en cours de route sur le contenu, puis peut-être de garder la discussion vers la fin. Alors, le contexte de la recherche, évidemment, la question des unions libres et le mariage, ça s'inscrit beaucoup dans la théorie de la seconde transition démographique, qui a été surtout proposée, défendue par Van de Ka et Lestag. C'est basé sur l'idée qu'avec la montée de l'individualisme, la montée de la recherche de l'épanouissement personnel, à ce moment-là, il y a un rejet des règles qui viennent de l'État et de l'Église, et donc il y aurait un rejet quelque part du mariage, une désinstitutionnalisation de la vie conjugale au profit de l'union libre. Et c'est aussi beaucoup la montée du divorce. Lestag, entre autres, il défend avec vigueur que cette tendance amorcée à des époques différentes est en train de se produire dans tous les pays de l'Occident. Plus récemment, on s'est intéressé aussi à la place de l'union libre comme mode de formation des familles. D'abord, c'était conçu au début des années, dans les années 80, entre les années 80 et 90. L'union libre était surtout utilisée comme mode d'entrée dans la vie conjugale. Donc, par exemple, en France, les nouveaux couples, il y avait 10%
entre 10% en 1965 qui commençait la vie conjugale par l'union libre, c'est monté à 90% des couples, par exemple, dans les années 90. Au Québec, on a une tendance tout à fait différente, semblable, alors qu'il y a le même mouvement ailleurs au Canada, mais quand même d'une ampleur moindre. Au début de la progression de l'union libre, la majorité des couples se mariaient au moment d'avoir un enfant. Et cette réalité s'est transformée. On sait par exemple qu'au Québec, plus de 60% des enfants naissent aujourd'hui en dehors du mariage. Donc, le fait d'avoir un enfant, c'est une pression pour se marier. Cette question-là avait surtout été étudiée dans les années 90, mais elle revient sur le devant de la scène. Par exemple, Perelli Harris, dans une étude toute récente, a étudié 11 pays européens des années 70 jusqu'au début des années 2000. Et ce qui montre effectivement, c'est que 3 ans après la naissance d'un enfant, la proportion de couples en union libre qui se sont mariés a beaucoup diminué, passant par exemple à 36%. Le couple toujours en union libre passe de 36% à 57%, entre autres par exemple en Norvège, et on observe les mêmes tendances à des degrés plus ou moins variables dans les autres pays européens. Évidemment, donc, ça pose toute la question de la signification de l'union libre. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça a remplacé le mariage? Est-ce que c'est une forme différente? Est-ce que les conjoints ont le même engagement les uns par rapport aux autres? Et donc, là-dessus, c'est la typologie d'ailleurs qu'on va utiliser, qui avait été développée par Vina Coca en 90 et qui avait été reprise, entre autres, par Dumas et Alain Bélanger, qui est ici, à partir de l'enquête sociale générale. L'autre contexte aussi qui revient sur le devant de la scène, c'est de regarder l'instabilité conjugale dans un contexte de progression de l'union libre. C'est-à-dire qu'on avait montré que les premières unions libres qui étaient formées, qui se transformaient en mariage, avaient un risque beaucoup plus grand de se terminer par une rupture, même si au départ on pensait que le fait d'avoir testé la relation dans un mariage devait assurer une plus grande stabilité de l'union. Ce qu'on avait montré, c'est qu'au fond, les premiers couples qui se mettaient en union libre, il y avait un facteur de sélection important qui était à l'œuvre, et donc c'était des couples qui étaient différents. Plus de l'union libre, les couples qui commençaient par l'union libre et qui se mariaient par la suite, les risques de rupture devenaient de plus en plus semblables aux couples mariés directement. Sauf que l'étude d'ailleurs de Liv Brouwer et l'autre, je ne sais pas comment le prononcer, dans les années 2006, eux, ce qu'ils montrent, c'est qu'à terme, l'effet de sélection s'inverse, c'est-à-dire qu'au début, dans les couples qui se marient directement et les couples qui se marient après avoir formé une union libre, il y a un écart important dans l'instabilité des couples. Plus il y a des unions libres, jusqu'à un certain niveau, les comportements se rapprochent. Et à l'autre bout, quand il y en a tellement plus, ce qui montrait, c'est dans les pays où il y a vraiment plus d'unions libres, à un moment donné, l'effet de sélection s'inverse, c'est que les couples mariés directement sont devenus très particuliers, si je peux dire, et que donc, il y aurait un élargissement, si on veut, de l'écart entre les deux. Alors donc, il y aurait comme un effet de sélection qui s'inverserait en bout de ligne. Les données qu'on va utiliser ici pour travailler, c'est basé sur l'enquête sociale générale sur la famille de 2006. C'est un numéro qui a été réalisé en 2011. On a à peine commencé à l'exploiter. C'est des travaux qu'on avait entrepris là, il y a un petit peu plus de temps. Donc, c'était 23 000 répondants âgés de 15 ans et plus dans les ménages privés des 10 provinces canadiennes. Les données rétrospectives, c'est que dans cette enquête, on a demandé aux répondants de nous donner les dates de début et de fin des unions qu'ils avaient connues au cours de leur vie, jusqu'à concurrence de 4 mariages et de 4 unions libres par répondant. Et chaque fois, on leur a demandé, par exemple, une union libre, est-ce qu'il y avait eu un mariage, si oui, quand, et est-ce que l'union s'était terminée par une rupture, par exemple. Donc, on avait, dans ce cas-ci, près de 14 000 mariages directs, donc qui ont été précédés par une union libre, et 8 700 unions libres. Ici, dans l'échantillon retenu, on a gardé seulement les unions conclues entre 1977 et 2000. La coupure en 1977, c'est entre autres, d'une part, parce que plus on avance dans le temps, plus il y a des risques d'oubli, si on veut, de données moins fiables. Et aussi, c'était pour garder
par rapport à la coupure qui avait été utilisée par Dumas et Bélanger dans leur étude. 2000, on arrête à 2000, même si on a des données jusqu'en 2006, puisqu'on voulait regarder des unions qui ont duré jusqu'à 5 ans. Donc, si les unions, on impose qu'elles aient duré au minimum 5 ans, donc il fallait se donner une période pour pouvoir les observer. Alors, ce qu'on va présenter ici, ça va être des tables à extinction multiple, c'est-à-dire qu'on va regarder, par exemple, le devenir de l'union libre. Est-ce qu'avec le temps, est-ce que les unions libres se maintiennent comme telles, ou elles peuvent soit mener à un mariage ou à une séparation? Donc, ça sera la première partie de ma présentation, on va porter là-dessus. Et la deuxième partie, par la suite, ça va être des modèles de Cox. Cette fois-ci, ce qu'on va essayer, c'est de cerner l'influence des divers facteurs démographiques sur les probabilités, la propension des couples à se séparer. Et donc, là, on pourra contrôler pour un ensemble de variables, dont la région, est-ce que les couples habitent au Québec ou ailleurs au Canada, la période de formation de l'union, le rang de l'union, est-ce que c'était la première union et c'était la première union qui était la première union pour les deux conjoints par opposition à toutes les autres unions, donc celle qui serait de rang 2 pour un ou pour les deux conjoints. Et on va tenir compte aussi des variables qui peuvent se modifier au fil du temps. Par exemple, les couples en union libre seront en union libre de départ, mais un certain nombre d'entre eux pourront se marier et un certain nombre d'entre eux auront un enfant en cours d'union. Donc, on tiendra compte de l'effet de ces variables, de ces facteurs sur la propension des couples à se séparer. Alors, première table ici, c'est pour l'ensemble des unions libres, peu importe le rang, qui ont été contractées entre 1977 et 2000 pour le Canada. Et donc, ce qu'on y voit ici, c'est que la courbe bleu marin, par exemple, on part au début avec 100 000 ou 100 ou peu importe, là, unions libres, et on regarde à mesure que les années passent, combien d'unions libres qui se maintiennent comme telles à travers le temps. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'après 10 ans, pour l'ensemble de ces unions, 20% à peu près des couples sont toujours en union libre. Il y en a une partie qui se sont mariés. On voit que c'est par exemple ici 44% des couples en union libre après 10 ans s'étaient mariés et à peu près le tiers, 4%, s'étaient séparés. Ça ne nous dit pas si les mariages vont se un certain nombre d'entre eux vont mener à une séparation, mais ici c'était juste de voir est-ce qu'ils se maintiennent comme des unions libres ou non. Si on regarde, si on contraste le Québec et le Canada, bien, ce qu'on voit effectivement, c'est que la proportion d'unions subsistantes est beaucoup plus élevée au Québec, 33%, comparativement à la moitié, 16% au Canada. Les mariages cumulés sont moins nombreux au Québec, on voit que c'est 29%, alors qu'ailleurs au Canada, c'est un peu plus de 50%. Un peu plus de la moitié des unions libres dans le reste du Canada se sont transformées par un mariage. Et séparation cumulée, bon, c'est à peu près 33% contre 31%. Par contre, l'interprétation est difficile, ça ne nous dit rien vraiment sur la stabilité des unions comme telles, puisque un certain nombre d'unions libres transformées en mariage vont se séparer, surtout comme j'avais dit tantôt, que ces unions-là, même après mariage, ont tendance à se séparer plus que les unions conclues par un mariage direct. Si on regarde en tenant compte cette fois-ci des promotions, si on regarde donc les unions qui ont été conclues dans du milieu des années 70 au milieu des années 85 par rapport à celles de 86-91, bon, on voit un déclin du mariage qui passe à peu près de 40 à 30% des couples qui vont se transformer en mariage. Les séparations sont à peu près du même ordre et donc on voit une proportion un peu plus élevée d'unions libres qui vont subsister. Là, vraiment, les années 90, c'est une coupure. Si on regarde par la suite, là, cette fois-ci, d'une part, la proportion d'unions libres qui se transforment en mariage chute considérablement, quand même, de 30 à 20%, mais aussi, les unions libres deviennent plus instables parce qu'il y a de plus en plus d'unions qui ne dureront pas longtemps et qui deviennent de plus en plus communes. Si on regarde ailleurs au Canada, on voit sensiblement la même tendance, mais c'est une tendance beaucoup plus graduelle, c'est-à-dire qu'il y a une diminution des mariages, mais qui est beaucoup moins forte, si on voit ici, par rapport au Canada, et c'est aussi quand même une augmentation de l'instabilité conjugale.
Le cumul des mariages, on voit ici, passe de 60 à peu près 50 % et les séparations de 30 à 40 %. Est-ce que vous avez calculé le Québec-Canada quand on conjugue union libre, maintenue et mariage? Bien, ça, je vais y arriver tantôt, parce qu'ici, on ne peut pas faire ça tout à fait, parce que ici, ce qu'on tient compte, c'est que, par exemple, surtout pour la dernière période, parce qu'on était allé, je pense, plus loin que 2000, ben, on est allé plus loin que 2000 dans ce cas-ci. Vous voyez, par exemple, les unions de 92, 96, on avait regardé les unions, je pense, jusqu'à 2000. Mais c'est qu'il y a un certain nombre d'unions qui vont se transformer en mariage, mais tant qu'ils ne sont pas rendus là, sont unions libres. Donc, en tout cas, on ne peut pas faire l'étape directement. Dans le modèle, tantôt, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder juste les unions libres, puis on va tenir compte de l'effet de se transformer en mariage. Est-ce que ça va affecter ou non les probabilités de se séparer? Parce qu'effectivement, ici, la question que tu poses est tout à fait pertinente, parce qu'ici, on peut se dire, est-ce qu'on peut en conclure que les unions libres sont plus stables pour autant, ou c'est pas, parce qu'il y a une proportion beaucoup plus forte qui se transforme en mariage ailleurs au Canada. Mais on va y arriver tantôt. Ce que je voulais dire aussi, c'est est-ce qu'on a une mesure de la stabilité conjugale, peu importe l'étiquette? Les mettre tout ensemble? Oui. Parce qu'au fond, tu peux dire... Oui, mais ça, on avait fait ça déjà dans d'autres travaux. On avait regardé soit les mariages, ou soit les unions libres, ou tout ensemble. Puis ce qu'on voyait par contre, c'est qu'avec le temps, l'instabilité a augmenté dans les deux régions. L'écart entre les mariages et les unions libres, si je me rappelle bien, au Québec avait diminué. Mais dans les dernières années, c'était pas tant parce que les unions libres étaient demeurées plus stables que parce que les mariages étaient devenus plus instables. Donc, mais on avait regardé ça dans d'autres travaux, mais oui. L'autre chose qu'on a regardé aussi, c'est de tenir compte du rang de l'union. Donc, on voit par exemple ici à gauche que, par exemple, les unions libres qui étaient les premières unions pour les deux conjoints, il y en a quand même une plus grande proportion, 30 % qui vont se transformer en mariage par rapport aux autres unions. Ce qui n'est pas en soi surprenant parce que, par exemple, un certain nombre d'unions libres font suite à un mariage rompu. Et donc, souvent, ces couples-là soit ne peuvent pas ou ne veulent pas se remarier une deuxième fois. Par contre, ce qu'on ne voit pas ici, puis on reviendra tantôt, au départ, ça a l'air curieux, c'est que ça donne l'impression que les unions libres de rang supérieur ne sont pas plus instables, parce que si on regarde les courbes rouges, on voit qu'il y a près de 40 % à peu près des deux dans les deux types d'unions qui vont mener à une séparation directement sans tenir compte du mariage, alors qu'on sait, toutes les études ont déjà montré que les unions de rang supérieur sont toujours plus instables que les unions de rang 1. On reviendra tantôt, c'est surtout un effet d'âge. Quand on regarde par rapport au reste du Canada, ben, on voit encore une fois sensiblement les mêmes tendances qu'on voyait tantôt. Et ici aussi, on voit même que les unions de rang supérieur ont l'air quasiment plus stables que celles de rang 1. Mais comme je dis, c'est surtout un effet d'âge qu'on n'a pas pu contrôler. Alors, ce qu'on a fait, donc, on s'est intéressé cette fois-ci, donc, on ne retient que les unions libres. Et on va tenir compte, on va voir de la probabilité que les unions libres ont de mener à une séparation, en tenant compte à la fois de la promotion, c'est-à-dire la période durant laquelle l'union s'est conclue, la région, le rang de l'union, l'âge au début de l'union, le statut de l'union, comme j'ai dit, qui peut changer en cours, qui peut pour certaines unions changer. Il y en a qui vont rester en union libre tout le temps, et il y en a d'autres qui vont être suivis d'un mariage, et la même chose, l'arrivée d'un enfant dans l'union. Donc, quand on regarde au début, on retrouve effectivement ce qu'on avait noté tantôt, c'est qu'il y a ici, ce qui ressort surtout, c'est surtout à partir des années, milieu des années 90, que les unions libres deviennent quand même beaucoup plus instables par rapport aux unions formées précédemment. Au départ, quand on regarde, on ne voit pas de différence entre le Québec et ailleurs au Canada. On va y revenir plus loin, on va le voir. Ici, c'est ce qu'on avait trouvé tantôt quand je vous disais que les unions de rang supérieur avaient l'air plus stables, parce que si on a un coefficient ici qui est inférieur à 1, ça veut dire qu'il y a un risque plus faible de se séparer. Donc ici, par exemple, les autres unions semblent avoir un risque d'à peu près 20% plus faible de se séparer que les unions de rang 1. Sauf que ce qu'on voit ici à côté,
c'est que quand on tient compte de l'âge au début de l'union, l'effet s'inverse. C'est-à-dire que ce qui se passait, évidemment, c'est que les unions libres, les premières unions libres, un certain nombre se passent quand les jeunes sont assez jeunes, quand ils rentrent en union, et plus l'âge est faible à l'entrée en union, plus les unions sont instables. Donc ici, ça corrige, vous voyez, comme j'avais dit tantôt, ce qu'on avait vu, là, qui était caché par le fait qu'il y a un effet d'âge. Maintenant, quand on tient, bon, c'est ça, ici c'était le rang de l'union, puis donc on a des cas. Là, cette fois-ci, on va poursuivre l'analyse, et donc, cette fois-ci, ce qu'on a ajouté, si on a tenu compte, est-ce que l'union libre s'est transformée dans un mariage, par un mariage ou non? Et ce qu'on voit ici, c'est le fait que l'union libre se transforme en mariage, réduit d'à peu près 50% les risques de séparation à partir du moment du mariage. Donc, le mariage apparaît comme étant très important. Et une fois qu'on tient compte de cela, ce qu'on note, c'est que vous voyez que tout d'un coup, les unions libres apparaissent plus stables au Québec. Et donc, c'était masqué, quand on avait vu tantôt qu'il n'y avait pas de différence, c'était lié au fait que les unions libres ailleurs au Canada, il y en a une plus forte proportion qui se transforment en mariage. Et une fois transformées en mariage, ces unions libres-là sont plus stables. Donc, ce qu'on voyait avant, c'était pas que les unions libres comme telles étaient plus stables ailleurs au Canada, mais qu'une plus forte proportion se transformait en mariage. Si on tient compte cette fois-ci de l'arrivée de l'enfant, la naissance d'un enfant dans un couple, ça réduit les chances de séparation d'à peu près le tiers, d'à peu près 33%. Sauf qu'on remarque que l'arrivée d'un enfant n'a pas un effet stabilisateur aussi grand que le mariage. Et quand on tient compte des deux, c'est-à-dire à la fois de la transformation de l'union en mariage et de l'arrivée d'un enfant, on voit que l'effet du mariage demeure à peu près le même, de 0,48 à 0,50. Par contre, l'effet de l'enfant comme tel est quelque peu réduit parce que c'est le mariage au fond qui joue de façon plus marquée. Par la suite, on s'est intéressé à se poser des questions sur ce qu'on appelle soit les effets d'interaction ou relations conditionnelles. Est-ce qu'on peut penser, par exemple, que le fait d'être dans une union libre ou d'être marié va jouer de façon différente au Québec et ailleurs au Canada? Donc, ici, ce qu'on a pris, c'est qu'on a gardé, c'est exactement ici la première colonne, le même modèle que j'avais dans la diapo précédente. Et cette fois-ci, au lieu de tenir compte de façon séparée de la région de résidence et du statut de l'union, on a tenu compte à la fois est-ce que l'union libre était au Canada ou ailleurs. Et donc, ici, ce qu'on voit, par exemple, quand on voit le coefficient 1, c'est pour les couples qui vivent ailleurs au Canada et dont l'union libre ne s'est pas transformée dans un mariage. Donc, c'est le 1 auquel on va comparer, entre autres, les unions libres au Québec. Et là, ce qu'on voit, c'est que les unions libres qui demeurent les unions libres au Québec sont moins instables, donc plus stables, et ont 10% moins de chances de se séparer qu'ailleurs au Canada. Par contre, on a testé la différence entre les chances de se séparer des conjoints qui se sont mariés au Québec par rapport à ailleurs au Canada. Quand on compare ces deux coefficients ici, ne sont pas significatifs. Donc, une fois mariés, les comportements sont les mêmes au Québec qu'ailleurs au Canada, mais quand ils sont juste en union libre, les couples sont plus stables qu'au Québec. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'on voit que les comportements entre couples mariés qui se sont mariés et couples qui sont demeurés en union libre, c'est le même rapport de 1 pour 2, donc 0,50 comparativement à 1 ailleurs au Canada, ou au Québec, 0,44 par rapport à 90. Donc, les couples qui se sont mariés ont toujours la moitié moins de chances de se séparer, peu importe où ils sont, mais les couples en union libre sont plus stables au Québec. On a fait le même exercice en tenant compte cette fois-ci du rang de l'union. Et ce qu'on trouve, c'est que les unions de rang 1 au Québec sont plus stables, donc moins instables qu'ailleurs au Canada. Par contre, on n'a pas de différence significative entre les unions de rang 2, le 1,18 et 1,11, quand on a comparé les différences entre les deux, ce n'est pas significatif.
Et évidemment, les couples en deuxième union sont toujours plus instables, qu'ils soient au Québec et ailleurs au Canada, quand on compare, par exemple, 1 à 1,18 et 87 à 1,11. On a poursuivi cette fois-ci en se demandant, tantôt on a contrôlé de façon séparée est-ce qu'il y avait un enfant, est-ce que le couple s'était marié. Cette fois-ci, on va tenir compte qu'est-ce qui arrive en premier, c'est-à-dire que le couple est en union libre, il se marie mais il n'y a pas d'enfant, ou le couple est en union libre, un enfant, il n'est pas encore marié, et par la suite, pour les uns pour les autres, va arriver le deuxième événement. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est que, premièrement, l'arrivée du mariage réduit, comme on avait vu tantôt, à peu près 0,46, à peu près de la moitié les chances de se séparer. Un enfant, quand le couple n'est pas marié, ça réduit d'à peu près 30%. Et quand il y a les deux, vous voyez, donc maintenant, c'est un risque plus faible. Mais donc, encore une fois, on voit très clairement que l'effet du mariage joue plus fortement que la naissance d'un enfant sur la stabilité des couples. Et dernière relation ici qu'on a voulu tester, c'était le fait d'avoir un enfant. Est-ce que ça joue de façon différente au Québec et ailleurs au Canada? Et ici, on ne voit pas de différence significative entre les couples qui sont sans enfants. Par contre, la différence se manifeste chez les couples avec enfants. Les couples québécois sont moins susceptibles de se séparer après qu'ils ont un enfant au Québec qu'ailleurs au Canada. Bref, avant qu'on passe à la partie suivante, stabilité des premières unions libres. Les premières unions libres sont plus stables au Québec qu'ailleurs au Canada. Pour l'ensemble des unions, cet effet-là était occulté par la popularité plus grande du mariage hors Québec. Le mariage a du risque de séparation nettement plus important que l'arrivée d'un enfant, tant au Québec qu'ailleurs au Canada. Par contre, la naissance d'un enfant est associée à un risque de séparation plus faible au Québec. Donc, en deuxième étape, ce qu'on a cherché à voir, c'était de partir de regarder cette typologie des unions libres qui avait été développée par Catherine Villeneuve-Cocaz. Et quelque part, c'est un débat sur la signification de l'union libre, donc essayer de voir est-ce qu'il y a différents types d'unions libres, parce que les unions libres, oui. Quel est le taux d'union libre au Québec-Canada? Est-ce que la proportion d'union libre par rapport au mariage est importante au Québec, au Canada? Oh, oui, beaucoup plus importante. Mais par exemple, à un moment donné, comme au recensement de 2011... La proportion de regardeurs, c'est 1 pour 3. Hein? L'ordre de grandeur? Bien, au Québec, si on était rendu à 38%, puis ailleurs au Canada, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose de l'ordre de 14%. Donc, c'est un effet de cumul qui peut jouer aussi, puisqu'il y en a plus au Québec. Bien, c'est ce qu'on disait tantôt au départ, cette espèce d'effet de diffusion. Plus l'union libre devient répandue, moins il y a un effet de sélection qui s'exerce sur les couples en union libre. Et donc, effectivement, à ce moment-là, c'est peut-être... Ça ne veut pas dire la même chose pour les uns pour les autres. Et donc, les écarts ne sont pas les mêmes. Effectivement, ça va tout à fait aussi dans le sens de l'étude de Péréné Harris au début qui dit que plus il y a un rapprochement, plus il y a des unions libres, plus il y a un rapprochement dans les comportements quelque part. Donc ici, on essayait de voir cette typologie, voir est-ce qu'il y a des significations différentes. Et une chose évidemment qui est importante, c'est que la durée de l'union, ça représente un facteur significatif dans le fait qu'on ait des unions libres qui durent 6 mois. Bon, ça n'a pas du tout la même signification que des unions libres, des couples qui décident d'être ensemble pendant longtemps sans avoir d'enfants, ou en ayant des enfants, sans se marier ou en se mariant. Une chose, par exemple, qu'on a regardé un peu, c'était essayer de voir est-ce que, on n'a pas trouvé, les seuils qui ont été utilisés jusqu'à maintenant pour, soit dans les différents programmes sociaux, ou dans les différentes lois fiscales, pour traiter les couples en union libre comme étant des couples mariés, parfois c'est 1 an, parfois c'est 3 ans, parfois la naissance d'un enfant suffit, parfois c'est 2 ans. On a essayé de voir est-ce qu'il y a eu quelque part des études pour baser ce choix. On n'a pas trouvé nulle part. Et l'autre chose aussi, c'est que ça a varié évidemment beaucoup à travers le temps. Ça a l'air qu'en 1965, le législateur québécois
pour la première fois, avait assimilé une union libre à un mariage en permettant à une veuve non mariée d'obtenir une rente viagère de la loi sur le régime des rentes du Québec. La durée de la cohabitation exigée à ce moment-là était 7 ans. Et bon, plus tard, si on regarde, on est passé à 3 ans, on ne sait pas trop pourquoi. Puis, comme je dis, ça varie beaucoup dans les différentes lois et les différents programmes, et il n'y a aucune définition là, qui a harmonisé, durée qui a harmonisé quelque part. Donc ici, ce qu'on a fait, on est parti donc de la typologie de Villeneuve Local, ce qu'elle avait appelé les études de mariage. Bon, on se mettait en union libre en attendant, on voulait se marier, mais pour X raison, on ne pouvait pas. Donc ce sont des unions libres qui se sont transformées en mariage avant le premier anniversaire de la vie commune. Et ici, celles qui étaient précédées d'une naissance au cours des 6 derniers mois avant le mariage sont inclus. Mariage à l'essai, cette fois-ci, c'était, bon, on prend le temps de tester un peu plus l'union, donc c'était des unions libres qui ont duré, qui se sont transformées en mariage entre 1 an et 3 ans. Les unions stables sans engagement, c'était des unions qui avaient duré au moins 3 ans dans l'étude de Villeneuve Local, puis il n'y avait pas d'enfants ni mariage. Ce qu'elle appelait les substituts au mariage, c'était, cette fois-ci, c'est qu'une union libre qui ne s'est pas transformée en mariage, mais dans laquelle il y a eu une naissance d'un enfant avant 3 ans, et les unions instables sans engagement, comme elle disait, c'était celles sans enfants, sans mariage, et rupture avant le seuil. Donc ici, on va comparer, si on prend un seuil à 3 ans et à 5 ans, est-ce que ça va faire une différence? Donc, si on regarde les unions libres là, de 1977 à 2000, qui étaient classées selon une durée de 3 ans, ce qu'on voit, c'est que 16% se sont transformés en mariage avant 3 ans de vie commune. Surtout les mariages à l'essai, on voit, sont un peu plus nombreux. 16%, si on regarde en haut, ici, ont eu un enfant sans se marier, donc sont dans sa définition des substituts au mariage. 17% se sont séparés, et la moitié, à peu près, grosso modo, durait encore comme union libre, sans enfants, sans mariage, après 3 ans. Évidemment, c'est la seule catégorie qui peut perdre, si on peut dire, les joueurs, si on allonge la durée à 5 ans. Et là, ce qu'on voit surtout, c'est que la part des unions instables, va passer de 17 à 24 %, puisque ça va être des unions qui étaient toujours là en 3 ans, mais qui se sont séparées entre 3 ans et 5 ans. Celle des mariages à l'essai va augmenter de 12 à 16 %, et celle des substituts au mariage de 16 à 21 %. Donc, il y a à peu près les 2 tiers des unions stables sans engagement qui étaient définies comme telles après 3 ans, qui sont encore définies de la même façon après 5 ans. Là, maintenant, ce qu'on va regarder, c'est que pour ces différents types d'unions libres, qu'est-ce qui va leur arriver en termes de stabilité dans les 7 ou 5 années suivantes, c'est-à-dire jusqu'à une durée de 19. Bon, si on regarde le cumul pour l'ensemble des unions libres par rapport les unions qui avaient commencé par une union libre par rapport à celles qui avaient commencé par un mariage direct, bon, ce qu'on voit, c'est que 43 % des unions libres terminées par une rupture, peu importe si elles s'étaient mariées, avaient eu un enfant ou quoi que ce soit. Puis les mariages directs, on voit ici que dans ce cas-ci, c'est à peu près 15 %. Peut-être j'ai oublié de dire, mais c'est dans le titre, cette fois-ci, on est vraiment centré sur le Québec. On ne compare pas Québec et le reste du Canada. Donc maintenant, on va essayer de regarder ce qui va se passer en termes d'instabilité. Ici, les unions libres, le 43 %, on va voir que ça va être la proportion la plus élevée, puisqu'elle inclut ici les unions libres instables, donc celles qui s'étaient séparées avant 3 ans. Donc, on ne les met pas sur la courbe, puisque par définition, elles sont toutes rompues avant 3 ans. Les mariages à l'essai, je vais les mettre. OK. On voit ici les mariages à l'essai, ça va. Donc, les unions libres se sont transformées par un mariage entre 1 et 3 ans de vie commune. Ça va être la catégorie qui est la plus stable. À peine 25 %, on est une rupture dans les années suivantes, jusqu'à 10 ans. Et les préludes, vous voyez, c'était quand même les unions libres transformées rapidement en mariage. Il y en avait 30 % qui avaient mené à une séparation.
Les unions stables sans engagement sont un peu plus instables, donc c'est celles qui étaient toujours en union sans enfants, sans mariage. Et ce qu'on voit ici, c'est que les substituts au mariage, ils ont à peu près les mêmes propensions à se séparer que au mariage. Évidemment, quand on regarde les mariages, en tenant compte cette fois-ci, par exemple, est-ce qu'il y avait un enfant ou pas d'enfant, on remarque un écart important. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer l'effet d'avoir un seuil à 3 ans ou à 5 ans. Et donc, évidemment, pour les préludes, c'était, vous vous rappelez, les unions qui se sont transformées en mariage dans la première année, évidemment, il n'y a pas de changement. Parce que c'était le mariage dans la première année, donc on va le laisser à 1 an, à 3 ans ou à 5 ans, ça ne change pas. Les mariages à l'essai, bon, évidemment, quand on va tenir compte des unions libres qui se sont transformées en mariage dans les années entre 3 et 5 ans, évidemment, on a des unions qui vont être au total plus stables, et cette fois-ci, ça va être 20 %. De même, les unions stables sans engagement vont devenir un peu plus stables, étant donné que qu'il y en a un nombre il y en avait une proportion plus importante, quand vous vous rappelez, qui sont devenues des unions stables, des unions instables. Et de la même façon, vous voyez, on voit que l'instabilité diminue. Peut-être ce qui est intéressant de regarder ici, c'est que les substituts au mariage qui ressemblaient au prélude à un seuil de 3 ans se rapprochent maintenant des mariages à l'essai en termes de stabilité quand on élargit le seuil. Donc, que conclure de la chose? Selon nous, en tout cas, le seuil de 3 ans ne marque pas une coupure claire. On voit que ça continue de se transformer, soit de conclure un mariage, soit d'avoir un enfant, soit de se séparer. Et l'autre chose, les substituts au mariage, on voit se rapprochent des préludes au mariage si le seuil est à 3 ans et des mariages à l'essai si le seuil est à 5 ans. En d'autres termes, ce qu'on voit, et puis quelque part, c'est pas très surprenant, c'est que la naissance d'un enfant dans l'union ne traduit pas nécessairement un engagement à long terme vis-à-vis de l'autre. On peut choisir d'avoir un enfant, d'avoir des enfants ensemble, parce qu'on a un désir d'enfant, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va demeurer dans l'union si l'union ne nous apporte plus l'épanouissement qu'on y recherche. Donc, ce qu'on montre ici, puis ça rejoint, je pense, effectivement, beaucoup toutes les théories sociologiques de Giddens et compagnie, c'est que maintenant, l'union, c'est beaucoup plus, on y est tant qu'on y trouve quelque part son compte. Et par contre, on peut maintenir des relations avec les enfants jusqu'à la fin de notre vie, sans peut-être nécessairement avoir un engagement dans sa vie conjugale. Peut-être juste dire qu'est-ce qu'on veut faire dans les prochaines années. Bon, entre autres, on veut un peu reprendre cette analyse-là, mais cette fois-ci en utilisant les données de la toute dernière enquête sociale générale sur la famille, qui a été menée en 2011, et essayer de voir est-ce qu'on retrouve les mêmes tendances ou est-ce qu'on va commencer à avoir un peu ce que Pérémy Harris avait dit, qu'à partir d'un certain seuil, on devrait voir un autre élargissement des comportements en termes de stabilité entre mariage et union libre. L'autre chose, il y a des nouvelles données dans l'enquête sociale générale de 2011 pour lesquelles je pense que Benoît et nous, on avait beaucoup poussé pour avoir des nouvelles informations. Entre autres, on va avoir des informations sur les raisons qui motivent le choix du mariage ou de l'union libre. Par le passé, tout ce qu'on demandait aux répondants, c'était qui n'étaient pas mariés. Pensez-vous vous marier un jour? Ou ceux qui étaient nés mariés ou en union libre, avez-vous l'intention de vivre en union libre? On ne savait pas pourquoi. Donc là, on va avoir des informations là-dessus. L'autre chose aussi qui va être intéressante, ça va être des données sur l'organisation et la gestion de la vie des couples mariés en union libre. Ici, on réfère à deux choses, à la fois le partage du travail domestique et du travail rémunéré, donc entre autres les différentes tâches, par exemple, dans le travail domestique, qui s'en occupe, qui est responsable, mais aussi toute la question du partage de l'argent dans les couples. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas d'informations sur ce genre de relations dans les couples, alors que les études, il y a eu plusieurs études, surtout des études européennes qui avaient été menées et qui montraient que si les couples en union libre ont plus tendance à partager le travail domestique, ils ont moins tendance à partager leurs avoirs.
Alors, ce n'est pas sans conséquence quand les couples sont en union, mais aussi quand les couples se séparent. Le fait d'avoir des gestions complètement séparées des ressources. Alors voilà, c'est notre programme pour les prochaines années. Merci. Merci beaucoup. Alors donc, on va ouvrir la période de questions. Alors, est-ce que... Moi, j'ai une petite question. Une question de terminologie toute simple, n'est-ce pas? Je suis canadien depuis 35 ans, mais j'ai fait de France, etc. Donc, ma question elle est très très simple, c'est une question de terminologie. Qu'est-ce qu'une union libre? Est-ce que les deux personnes en question, donc évidemment, ils font tout ensemble, enfin, comme qui dirait, mais est-ce qu'ils habitent nécessairement le même appartement? Voilà, c'est très important ça. Pour Statistique Canada, ce qu'ils considèrent comme des unions libres ou les unions de fait, peu importe comment on les appelle, c'est quand les couples habitent ensemble, partagent le même loyer. Les unions non cohabitantes, ou ce qu'ils appellent les couples vivant chacun chez soi, les VCC, c'est comme ça, les VCCS, ils n'ont pas l'histoire rétrospective. Ils ont certaines informations qui ont été demandées, mais seulement au moment de l'enquête. Donc ici, ces unions libres-là, ce sont des couples qui habitent ensemble. Dans ma terminologie à moi, donc, ce sont donc des couples mariés, mais sans déclaration à l'état civil, si j'ose dire. Hein. Ce sont des couples pas mariés pas mariés au sens où ils ont nécessairement un contrat. Pas déclaré à l'état civil. Parce que dans le temps, n'est-ce pas, le mariage, c'était une déclaration donc vis-à-vis de la société, du village où on habitait. Et pour parler très très simplement, ça pourrait être tout simplement l'église, ok? Oh oui. Mais aujourd'hui, c'est donc il fallait que ça soit déclaré civilement parlant. Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Pour vous, une union libre, c'est quoi? Ben, pour moi, une union libre, n'est-ce pas, c'est pas une définition, comment je pourrais dire, stricte, ok? Mais ça peut très bien être deux personnes, ok, qui travaillent ensemble, dans tous les sens du terme, n'est-ce pas, etc., j'aime pas le mot, je n'ai pas d'autre, qui s'entraident, mais qui ne partagent pas le même appartement. Ah ben ça, ils appellent ça des unions non cohabitantes. Voilà, ben, vous voyez, je ne connaissais pas l'expression. Alors, les étudiants, il y a beaucoup d'étudiants, ben, vous le savez ça aussi bien que moi, beaucoup d'étudiants, donc ils sont, je ne sais pas si c'est le bon terme, en union libre, n'est-ce pas, mais ils ne partagent pas le même appartement. Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on sait les pourcentages d'unions libres qui ont un contrat quand même devant le notaire et tout ça? C'est une information là-dessus? Ça peut être beaucoup aussi. Non, mais il n'y en a pas beaucoup, en tout cas, parce que d'après, il me semble, quand on regarde un peu là, avec la Chambre des notaires, comme ça, de règle générale, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais il me semble qu'on n'a pas d'informations là-dessus, à moins que je ne Il n'y a pas de registre centralisé de ce genre de Mais dans l'enquête, on n'a pas demandé ça. Est-ce qu'il y a un contrat chez le notaire pour le partage des lieux? Je ne sais pas quoi. D'abord, parce que je peux me permettre de répondre. C'est très compliqué parce que c'est une enquête pan-canadienne et le droit civil canadien ne fonctionne pas de la même façon. Il faudrait changer les terminologies selon la province dans laquelle on interroge. Et encore là, il y a des gens qui se déplacent d'une province à l'autre sans changer leur. Puis il y en a, puis tu sais, c'est compliqué aussi parce qu'il y en a qui ont des contrats, mais pas notariés ou notariés ou bon, etc. Exactement. Puis en fait, la pratique très courante, c'est d'abord d'avoir l'acte de vente, l'acte d'achat de la maison. Parfois le testament. Ça, c'est assez fréquent, mais le contrat de vie commune, c'est plus rare. Mais il n'y en a pas beaucoup. Oui. Oui, en fait, je me demandais, donc, parmi... Je m'excuse, peut-être j'aurais pu le dire, mais peut-être avant de poser une question, peut-être vous présenter. Annabelle Siri, je suis doctorante en sociologie à l'Université de Montréal, je suis la direction des vélos ici, donc c'est des questions justement qui est en lien avec la question que je vais poser. Quand vous parliez des éléments que vous voulez étudier davantage par rapport à l'organisation de la vie des couples, quand vous parliez de données sur le partage du temps et le partage d'argent, est-ce que ça a été demandé dans l'enquête générale? J'avais pu comprendre que les questions sur le partage du temps rémunéré, non rémunéré, avaient été enlevées dans l'enquête, ou je me suis peut-être... Non. Donc, ils sont toujours là. Et ils ont même demandé aussi des trucs par rapport à la gestion de l'argent. Oui, oui. Okay. Oui, parce qu'on a insisté lourdement. Et oui, il y a des données là-dessus. Parce que d'ailleurs, nous, cette fois-ci, avec Danan Clover, qui est chercheur à Prague, et qui était venu faire un postdoc à McGill, et avec Evelyne Lapierre-Adamczyk, on est en train de préparer une communication là, pour le colloque de l'Union de la population. Si on peut l'inclure en Corée cet été. Enfin, on se questionne le Sud, c'est sûr, mais quand même.
Mais on est en train de préparer une communication là-dessus. Mais si je me permets, sur l'emploi du temps, il y a quand même des données de l'enquête sociale générale 2010 sur l'emploi du temps, où là, le Statistique Canada fait des distinctions de type d'union, et donc on a des données plus factuelles, le partage du temps de travail, le temps domestique et sur les enfants, selon le type d'union. Et après, l'affaire, c'est que moi, j'avais travaillé souvent avec cette enquête-là. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas d'informations rétrospectives. Donc, on ne sait jamais est-ce que c'est la première union, la deuxième union, est-ce qu'il y a eu des enfants d'une autre union ou non, etc. Ça, on ne sait pas. Mais effectivement, on a des données plus précises sur le temps. Bon, alors, il y a beaucoup de mains qui se lèvent, alors là, je vais donner les tours de parole. J'ai donc Benoît, Francine et puis Denise. Je ne sais pas, non, à Québec, non, pas de main levée pour l'instant. Alors, Benoît. Dans ta présentation, tu faisais allusion au fait que les écarts entre les risques de rupture des mariages et les unions libres variaient selon la durée des unions. Dans ton modèle... On n'a pas regardé. C'est ça, t'exclus la possibilité a priori. Non, mais on l'a fait ailleurs. C'est parce que cette fois-ci, on n'a pas fait ce bout-là, effectivement, mais on pourrait le reprendre en gardant les mariages directs puis en regardant ça. Ouais. Tu l'annonçais, là, bon. Bien, ça, c'est parce qu'on a trouvé cette étude, une fois que nous, on avait fait de la nôtre. C'est toujours comme ça. Mais par contre, moi, ce qui m'a fasciné, tu vois, avec ça, c'est que, parce qu'il me semble que cette question-là d'instabilité des unions libres, puis des unions libres qui se transforment en mariage, puis par rapport au mariage, moi, j'avais étudié ça il y a 10-15 ans, puis il me semble que c'était comme tombé en désuétude dans la littérature, puis là, oups, tout d'un coup, ça revient. Je pense que toi, tu étais allé à un séminaire, là, en Espagne, où ils ont parlé de ce genre de choses, hein? Pas vraiment, mais le truc m'intéresse. Parce que ça sort à tout bout de champ. Non, mais effectivement, moi aussi, ça m'a surpris parce que, tu sais, de dire tout d'un coup, l'effet de sélection s'inverse, là, puis en tout cas, de dire, bon, ben, passer à un moment donné, c'est que tes couples mariés directement deviennent tellement particuliers, si je peux dire, c'est qu'ils se distinguent vraiment des autres, peu importe qu'il y ait eu un mariage ou pas. Puis en fait, si on regardait ça, probablement qu'on trouverait que socialement, ils sont très particuliers. Oui, il y a un très gros écart d'éducation entre l'homme et la femme ou les origines ethniques. Oui, tout à fait. J'ai une question très très simple. Est-ce que vous avez tenu compte des couples de même sexe? J'essaie de me demander si ils doivent être inclus parce que je pense qu'ils sont inclus parce que je pense pas je suis pas sûre qu'on avait la variable est-ce que c'est un couple de même sexe ou non. Mais de toute façon, s'il y en a une très faible proportion. Dans les enquêtes comme ça, on n'arrive jamais à pouvoir les étudier. Moins de 2%. Oui, c'est ça. Je suis en train de me demander si... Leur montant dans le temps, c'est probablement moins. Bon, c'est ça. Donc, je ne suis même pas sûre qu'on pouvait les distinguer. Donc, ils sont probablement inclus, mais comme dit Benoît, c'est très faible pouvoir. Denise. Je me demandais, d'abord, je trouve ça très intéressant comme analyse. Je me demandais s'il y avait moyen d'aller chercher d'autres indices qui permettraient d'identifier des formes d'engagement qui ne seraient pas nécessairement un mariage. Mais ça rejoint un peu la question des contrats. Un de ces indices-là, en tout cas, qui surgit dans le qualitatif, c'est l'achat d'un logement ou d'une maison en commun. Ça va un peu plus loin que le partage de l'argent. Mais non, c'est intéressant que tu as d'autres idées, tu devrais nous en parler, parce que la prochaine enquête sociale générale sur la famille devrait être en 2016. Ça veut dire qu'ils vont commencer probablement les consultations peut-être dans 1 an, quelque chose comme ça. Puis on pourrait effectivement... Ça, c'est peut-être le genre de question... Oui, mais c'est une genre de question plus facile à poser que, comme tu dis, la question des contrats. Effectivement, l'acte de vente et le testament, c'est les 2 trucs qui sont communs à la grandeur du Canada. Ouais, ça, effectivement, on pourrait... non, c'est intéressant. Si tu as d'autres idées, on pourrait demander à Statistique Canada de les inclure pour justement... Tu vois, c'est ça qu'on essayait d'aller chercher, là, avec la gestion de la vie commune, la gestion de l'argent, les essayer de voir, bon, ben, qu'est-ce Parce que quand tu fais du qualitatif, tu vois un peu comment c'est un processus, l'engagement. Parce que c'est pas, tu n'as pas les couples en union libre, les couples mariés. Tu as des gens qui commencent par vivre dans 2 appartements séparés, qui se mettent ensemble, qui partagent tout au couteau, mais après ça, se donnent une autre gestion pour
s'adapter aux étapes de la vie. Et bon, ça c'est arrivé à un moment donné, mais c'est comme des processus. Puis donc, je ne sais pas s'il y a moyen de trouver des indicateurs pour cerner ça. Parce que l'union, plus il y a de couples en union libre, plus ils ne peuvent pas tout être. Pareil. Non, mais c'est ça. Ben, c'est ça, tu vois, Vous allez chercher des choses. Là, les typologies essayaient d'aller chercher des choses, mais c'est très incomplet. C'est pour ça que je te dis, on a essayé aussi d'aller chercher d'autres. Puis on essaiera peut-être en regard de la typologie, justement, de qualité, ne serait-ce qu'en regard de la typologie. Est-ce que, tu sais, ce que Villeneuve-Gocal essayait de cerner, est-ce qu'on le retrouve, par exemple, dans la gestion de l'argent, dans la gestion du quotidien? Est-ce que ça marche ensemble? Ou est-ce que finalement, cette typologie, c'est comme, ça ne nous aide pas à comprendre vraiment ce que les couples tâchent comme signification? J'avais un commentaire et une question. Un autre indicateur, c'est le temps parental, le temps de soins aux enfants, le temps de présence avec les enfants. C'est presque pas nécessairement égal, mais s'il continue, s'il est maintenu, il y a quand même un engagement autour des enfants qui peut jouer. Mais la question que je me posais, est-ce qu'on a une idée des caractéristiques sociodémographiques ou qui jouent en faveur de la stabilité ou l'instabilité des couples? De ce qu'on a, règle générale, les couples plus fortunés, j'allais dire, sont plus stables. Je suis même plus sûre. Parce qu'une chose qu'on a vue, par exemple, par opposition, les couples qui se marient par rapport à ceux qui ne se marient pas, ça, il y a eu une inversion au fil du temps. C'est-à-dire que quand il y a eu au début les unions libres, les années 70, c'était les couples les plus éduqués qui s'en allaient en union libre, qui étaient les porteurs de changement, etc. Quand tu regardes maintenant, les couples qui sont plus enclins à se marier, ça va être les couples plus éduqués, plus fortunés. Donc, tu as une espèce d'inversion qui s'est passée. Par rapport à la stabilité, en tenant compte de ça, là, je ne suis pas sûre. Moi, il y a un truc que j'ai vu passer. J'ai laissé l'étude de côté parce qu'il y avait un petit problème de méthode, ça ne tentait pas de réviser, c'était trop long. Mais ce qu'on voyait, c'est que chez les gens très éduqués, dont les deux sont très éduqués, il y a un risque de rupture un peu plus élevé dans les unions libres que dans les mariages. Et l'interprétation la plus vraisemblable, mais il aurait fallu que je creuse, c'était lié à l'emploi. Un couple avec deux profs d'université, ça a plus de chances de se ramasser dans une situation où il y en a un qui va devoir déménager à un moment donné pour des raisons de carrière, parce que les marchés du travail sont larges. Si les gens sont mariés, le mariage reste, même si les gens n'habitent plus ensemble depuis longtemps, parce que c'est un lien juridique. Si l'union libre est définie strictement par la cohabitation, ils vont se transformer en vivant chacun chez soi. Non, mais moi, j'ai pas l'impression que dans ce genre d'études-là, s'ils disent qu'ils sont en union libre, qu'ils ont commencé en union libre à un moment donné, moi, je pense pas qu'ils vont te dire qu'il y a eu une rupture parce qu'ils sont allés habiter chacun d'un côté de l'autre. Parce que Statistique Canada ne leur demande pas si vous êtes devenu un couple vivant chacun chez soi. Non, les ruptures sont des ruptures, mais pour ceux qui sont encore en cours, qui seraient encore en cours au moment de l'enquête. Ah, ben là, tu regardes juste au transversal. Non, mais c'est parce que mais ça dépend parce que souvent, et ça dépend aussi parce que la formulation, souvent, c'est qu'ils vont dire au couple que si on habitait ensemble à un moment donné, puis qu'ils considèrent qu'il y a une des deux maisons qui est la résidence principale, ils sont considérés comme étant ensemble par opposition à s'ils ont chacun des résidences séparées. Mais effectivement, il peut y avoir à un moment donné des glissements. L'autre chose qui est intéressante, par exemple, qu'on avait regardé à un moment donné avec Dana Mplova, c'était de regarder l'hétérogamie des couples en termes d'éducation. Et ce qu'on voyait, c'était que les hommes, comment ça marchait? Parce que les femmes très éduquées, très souvent, se ramassaient en union libre avec des hommes moins éduqués, alors que les hommes très éduqués, eux autres, se mariaient. Donc, l'union libre ne jouait pas le même rôle pour les hommes et pour les femmes en fonction de l'éducation. Mais sur la stabilité, je le sais moins. OK. Bon, alors, j'ai André, il y a Régent, et puis Alain, et à Québec, il y a Michel Payet aussi. Bon, alors on va commencer avec André.
Oui, est-ce que dans vos données, il y a une quelconque indication sur la question de dépendance, égalité entre les conjoints? L'hypothèse que j'ai en tête, c'est qu'il y a peut-être des unions qui durent parce qu'il y a un des deux membres qui a, disons, pas le moyen de partir. Le problème avec cette enquête-là, ce genre d'affaires-là, il faut faire des enquêtes annuelles. OK? Parce que ici, premièrement, tu as juste l'histoire du répondant. Puis, on peut avoir des informations s'il est en emploi ou pas, leur vie professionnelle, mais on n'a pas d'informations sur le conjoint avec qui il était dans ce temps-là. Même pas le degré de scolarisation du conjoint, par exemple. Pas la scolarisation. À un moment donné, il y a juste l'âge, je pense, qu'il y avait. Et donc, la seule affaire, ça prend les données de panel, où là, dans ces données-là, la plupart du temps, tu as des informations sur la personne, puis aussi, comme ça, c'était l'enquête, la DTR, l'enquête sur la dynamique du travail et du revenu, il y avait des informations aussi sur le couple et le ménage. Donc, tu avais des informations. Tu les suivais, sauf qu'au Canada, les DTR, les suivaient les répondants pendant 6 ans. 6 ans dans la vie de famille, c'est un peu beau. Et en plus de ça, Statistique Canada a ces enquêtes panel. Alors, nous sommes plus tristes. Puis dans cette étude-là, par exemple, avec des enquêtes rétrospectives, tu peux avoir de l'information sur l'histoire professionnelle, mais tu n'as jamais d'information non plus sur les revenus à travers le temps, parce que tu sais, si on te demande quel était votre revenu il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a... Ouais, comme tu as dit. Oui. Trois petites questions. La première, c'est que j'ai vu apparaître récemment dans la littérature, je n'ai pas très bien compris à quoi ça correspondait. Je parlais au-delà des personnes qui sont en union de fait ou en union libre et qui cohabitent, il y a les unions libres non cohabitantes, qui parlaient de personal community, comme si les gens avaient fait partie d'un réseau avec lequel il y avait des personnes avec lesquelles ils avaient des relations étroites, intimes. Ça me paraissait, et ça avait l'air à mentionner que c'était quelque... Mais je ne connais pas ça m'avait étonné. Je me suis dit de quoi il s'agit exactement. Fait que ça, je me demande si ça ne serait pas un peu, tu sais, quand on est rendu, entre autres, à parler, c'était pas la commission des droits, à un moment donné, le fait qu'il avait dit qu'on devrait considérer comme famille ceux qui avaient des échanges proches aussi, ça me donnerait un peu cette idée-là. Tu sais, pour les soins, par exemple, donc que tu puisses avoir droit au même... en tout cas, je ne sais pas. Soit ça, ou sinon ça m'envoie l'idée des communes d'Ottawa. Non, ça n'avait pas l'air en comme j'ai vu ça dans les travaux américains, mais je regardais ça vite. Écoute, tu m'en verras, je suis curieuse. L'autre élément, c'est que je me demandais, je me suis toujours posé des questions au sujet de l'apparition de l'union libre, et le seul indicateur que j'ai examiné là-dessus au Québec, c'était l'indice synthétique de primo-nuptialité, où on voit qu'il y a un décollage. 72-73 semblent les dernières années traditionnelles, et ensuite, et pour les hommes et pour les femmes, ça chute. Mais cet indicateur-là montre bien qu'il y a moins de premiers mariages à partir de 73 étant probablement une des dernières années, mais ça ne dit pas si les gens, les gens peuvent utiliser l'union libre ou utiliser, en fait, ne pas se mettre en couple. Mais c'est quand même une des indications qui est possible d'utiliser et qui est intéressante. Le dernier point sur lequel je voulais mentionner à travers cette étude que tu as présentée, je me suis demandé s'il n'y avait pas un avantage à utiliser davantage, à utiliser plus les données linguistiques qui sont disponibles. Moi, j'ai déjà regardé à ça attentivement, surtout à partir du recensement de 2001. J'avais été frappé d'abord, le phénomène québécois, c'est un phénomène francophone, c'est pas un phénomène québécois, c'est un phénomène franco-québécois, et ça a toutes sortes d'effets sur les autres groupes linguistiques au Québec, par exemple, dans les unions entre francophones et anglophones, la proportion des unions libres est la même que quand c'est deux francophones. Il y a une dominance du groupe normatif francophone. Ailleurs au Canada, c'est plutôt, et vis-à-vis des allophones également.
Et ça m'avait frappé, et ça a même des effets sur la mise en union libre entre groupes linguistiques sur les langues transmises aux enfants. Et je me demandais s'il n'y aurait pas avantage à utiliser plus les données. Il y a des données linguistiques dans l'enquête sociale fédérale. Oui, mais la seule chose qu'on n'aura pas, encore une fois, c'est qu'on n'aura pas sur le conjoint dans le temps, est-ce qu'il était francophone ou anglophone? Mais, tout ce qu'on va savoir, c'est est-ce que le répondant est francophone ou anglophone. Mais c'est déjà un élément, parce qu'il y a un gros écart au Québec entre francophones Oh, et mais non ça, francophones. mais ça, des fois, on en tenait compte. Puis je me souviens que des fois, quand on tenait compte de la langue, puis qu'on comparait Québec et Canada, c'était un ou l'autre qui jouait. Mais si on mettait les deux ensemble, c'était assez normal, parce qu'à cause de la concentration des francophones au Québec. Mais l'affaire, ce qui serait intéressant, comme tu dis, ça serait intéressant pendant les cours. Une autre question, peut-être à faire ajouter, s'ils veulent, en plus de l'âge du conjoint, peut-être la langue, pas tout le monde va. Mais c'est que... Parce que l'information sociale traverse la raison pour laquelle les gens imitent des comportements. C'est aussi à cause des gens qu'ils rencontrent. Donc la langue est un élément, évidemment le lieu de résidence également, parce que pour rencontrer des gens, il faut avoir une certaine proximité résidentielle. Oui. OK. Je ne veux pas faire ma pub, mais j'ai un article qui va paraître bientôt là-dessus. Alain? Ah, ben moi non plus, je suis pas fan de la pub, mais déjà en 97, je pense, inspiré. Lorsque j'avais calculé les indices critiques de déconstruction selon le nombre de mariés au Québec hors Canada, j'avais mis l'hypothèse que dans le temps, les différences entre les groupes étaient pour s'amoindrir, parce que la déconstruction des unions libres devait augmenter dans le temps parce que ça devenait de plus en plus des subsides au mariage. Mais par contre, cette hypothèse-là, ce n'est pas avéré parce que la fécondité des mariés augmentait encore plus vite dans le temps. À cause de cette sélection, ça devenait des groupes de plus en plus conservateurs ou de plus en plus de familles qui se mariaient, alors que l'ensemble de la population. C'est intéressant ce que tu dis, parce que effectivement, ça me rappelle que, parce qu'avec Evelyne, on a travaillé comme témoin expert pour le procureur du Québec dans la cause d'Éric Aubelas. Puis à un moment donné, on nous avait demandé de produire d'autres données, puis on avait essayé justement d'estimer la fécondité des couples mariés et des couples en union libre. Puis dans le temps, ce qu'on voyait effectivement, c'est qu'il y avait un élargissement, on avait regardé les promotions plus récentes, effectivement, il y avait un élargissement des comportements qui étaient dus surtout au fait que les couples mariés avaient plus d'enfants. Oui, c'est ça, la fécondité des deux groupes augmentait alors que la fécondité totale baissait. Mais surtout, là, la fécondité des mariés augmentait. Mais par rapport, tu as placé un peu ta présentation par rapport à la durée dans le contexte de l'automne Pierrick. Voir si on peut-être devrait utiliser la durée pour codifier les unions libres puis les relations entre les conjoints. Mais est-ce qu'au-delà de ça, on ne devrait pas prendre en considération le fait qu'au Québec, le mariage n'a pas la même signification que dans les autres provinces, puisque la loi du patrimoine s'applique à tous les gens mariés. Oh, tout à fait. Ça n'existe pas ailleurs. Non, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce n'est pas la seule variable. Non, nous, c'est pas la seule variable, c'est sûr, parce que moi, je pense aussi que de décider de légiférer, ça pourrait être non pas pour la durée, mais ça peut tenir compte de l'enfant. Nous, effectivement, c'était centré là-dessus parce que ça avait été un des points importants, c'est de dire, bon, ben, que dorénavant, on va considérer comme mariés tous les couples qui ont vécu ensemble 3 ans. Alors, nous, on s'est demandé, bon, ça a plus allure, 3 ans, ça sort d'où 3 ans? Pourquoi 3 ans? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 10? Mais effectivement, moi, je pense que tu as tout à fait raison, puis... Sinon, il faudrait peut-être recodifier le mariage. Ben, je pense que, il me semble qu'il y a, en tout cas, il n'y a pas le ministre de la Justice qui a dit qu'il faudrait peut-être, quand le jugement de la Cour suprême est sorti, il a dit, ben, il faudrait peut-être effectivement revoir un peu, justement, toutes les lois qui encadrent le mariage, la vie conjugale, l'union libre, etc. Peut-être une petite affaire. Dans un des tableaux que tu as présenté, tu montrais que il y avait des différences entre les mariés avec ou sans enfants, puis ceux qui étaient en union libre sans enfants, il y a des groupes de référence, mais entre les groupes qui sont, par exemple, il y avait le point 46 pour mariés sans enfants, puis le point 39 pour mariés avec enfants. Est-ce que ces différences-là entre ces deux groupes-là sont significatives?
Le point 39 et le point 46, est-ce qu'ils sont... Je me souviens plus comme ça. Je sais à chaque fois on les testait, on testait toujours les deux. Et ça, je ne pourrais pas te garantir. Je pense que oui, mais je ne pourrais pas te le jurer. Il faudrait que je regarde. Je ne peux pas te le jurer. OK. Michel? Oui, bonjour. Bravo Céline, ça coulait de sources comme nos érables actuellement. Je m'intéresse au mariage versus la venue de l'enfant. Vous avez conclu que le mariage a un effet réducteur plus important que l'arrivée de l'enfant. Et je me demandais si vous n'avez retenu que des femmes assez jeunes, mettons 45 ans en descendant, et non stérilisées au préalable. On a retenu toutes les unions qui s'étaient conclues entre 1977 et 2000. On a tenu compte de l'âge des femmes, mais il ne doit pas en avoir tant que ça quand même dans l'échantillon. Mais il peut en avoir. Parce qu'il y a beaucoup d'unions à 50, 60, 70 ans. Alors, évidemment, l'enfant ne peut pas arriver dans ces cas-là. Je suis tout à fait d'accord. Non, mais Benoît, je sais qu'on l'avait dans l'enquête 2001, mais 2006, je ne suis pas sûre qu'elle était là. Je ne suis même pas sûre qu'ils leur ont posé la question. Moi, je suis repassé à travers toutes les variables récemment, puis je ne l'ai pas vu. Parce que je sais qu'en 2001, c'était là. Ça, oui, parce que dans les familles recomposées. Mais 2006, je pense que c'était pas là. La chose qu'on pourrait reprendre, effectivement, c'est peut-être soit d'exclure les femmes passées un certain âge, Oui. ou peut-être de couper la fille modélisée de façon un peu plus fine l'âge. Mais, ouais, il faudrait qu'on regarde. Bon point. OK, on a encore du temps pour des questions additionnelles. Est-ce qu'il y a des volontaires? Vous avez déjà posé une question. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore posé de questions? Non? OK, bon, alors... Les enquêtes, on a une étude par panel auprès des familles québécoises. C'est l'enquête LDEC qui a commencé en 1998 et qui se poursuit encore. J'ai travaillé pour la question de la construction des intérêts culturels, la construction de genre, comme on dit. Mais il doit y avoir, je sais qu'on a sorti un petit cahier sur l'évolution des ruptures. Regardez s'il y en a peut-être justement la trajectoire. L'index, c'est une étude des enfants. Oui, donc, évidemment, oui, mais par définition, les couples qui n'ont pas d'enfants ne seront pas là. Alors, si on veut tenir compte de l'effet de l'enfant par rapport au mariage, on a un petit problème. Mais il doit y avoir des informations sur ceux qui ont des enfants. Comment arrive la rupture et s'il y a des reprises par la suite. Ah oui, mais ça, il y a beaucoup de travaux qui avaient été faits, surtout par Hélène Desrosiers. Ils ont fait beaucoup les trajectoires de vie des enfants, puis montrer que, effectivement, les parents se séparent. Mais ça va dans le même sens que si je me souviens bien. Les couples mariés divorcent moins. Il y a même un très gros écart entre ceux qui sont en union libre ou mariés, avec enfants dans Oh. Donc, ça va dans le même sens. Oui, tout à fait. Il y a des données par panel complémentaires qui peuvent certainement servir d'argument. OK. Je vois plus de... Une petite toute dernière avance, c'est rapide. Pourquoi est-ce que le couple, enfin deux personnes, je dirais, ok, ont-ils préféré être en union libre et non pas en mariage? La notion d'union libre n'existait pas sans jouer sur le mot, il y a quelques dizaines d'années, ok? Pour quelle raison? Alors, moi, j'y vais tout de suite avec ma propre interprétation. Ok, c'est que, bon, c'est une question de fric, c'est une question de monnaie. C'est peut-être un peu trivial ce que je dis, mais c'est une question d'argent. Voilà, alors, donc, et c'est surtout l'homme, si j'ose dire, de facto, qui va préférer donc l'union libre au mariage parce que c'est lui qui a, je caricature, qui a plus d'argent, etc. Parce que dès lors qu'on est marié et qu'on se sépare, moi je parle des fêtes, j'ai regardé les dossiers, c'est bon, la moitié de ce qu'on en a, n'est-ce pas, part à l'autre. Voilà. Alors pourquoi l'union libre et non pas le mariage? Je dirais juste que j'avais regardé l'autre fois vite fait, j'allais au laboratoire de CX, puis j'ai regardé les données.
La chose qui est intéressante, je ne suis pas sûre qu'on va pouvoir aller aussi loin qu'on voudrait, mais il y avait une variation entre le Québec et ailleurs au Canada. Et, Sur les motifs. oui. Et tu sais, c'est plate parce que c'est codé, donc souvent, tu n'as pas tous les détails que tu voudrais, mais une chose qui avait l'air de ressortir de façon beaucoup plus importante au Québec, c'est qu'il y avait un rejet de l'institution du mariage. Alors qu'on ne trouvait pas ça ailleurs au Canada. Donc, en tout cas, les raisons n'ont pas l'air les mêmes, mais au Québec, on est encore contre cette institution du mariage. Mais je ne suis pas sûre que dans la tête des gens, le rejet de l'institution du mariage, c'est parce que le partage du patrimoine qui vient automatiquement, parce qu'il y en a plein qui ne savent pas. Je pense que c'est pareil pour l'union libre et le mariage. Il y en a une certaine frange qui le savent. Donc, je ne suis pas sûre de qu'est-ce que ça nous dit exactement, mais en tout cas, une chose est claire, c'est que ça n'a pas l'air d'être les mêmes raisons qui sont invoquées au Québec et ailleurs au Canada. OK, bon, ben, Céline, on te remercie donc pour cette